Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la 12e séance de conte. Maintenant, comme le déconfinement se met en place petit à petit, bientôt moi aussi j'irai travailler. Donc nos rendez-vous seront un peu espacés, beaucoup espacés. Donc avant de commencer notre histoire, comme je le fais souvent, je vous fais une devinette. C'est une devinette que vous pourriez aussi poser à vos enfants, qui est très très facile. Qui suis-je? Pour vivre, il faut commentaire. Pour vivre, il faut commentaire. Le conte d'aujourd'hui, c'est un conte qui est très long, en fait, qui est en deux contes. Si j'ai peut-être le temps, je vous raconterai le tout, mais c'est très long. Ou bien je prends un morceau et l'autre partie, je vous la raconterai demain ou après-demain. Alors, le conte, la première partie s'appelle Aubépin. Cric, hey, crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois un homme qui avait une passion. Sa passion, c'était la chasse. Ah, pour lui, la chasse, c'était quelque chose qui était au-dessus de tout. Le matin, il se réveillait, il allait à la chasse. Il revenait le soir. Il avait même quitté le village des hommes pour aller vivre au milieu de la forêt avec sa femme et leur enfant, une petite fille. Sa femme, qui aimait tellement cet homme, avait tout accepté. Elle avait quitté ses amis, sa famille, pour suivre cet homme afin de vivre dans la forêt. Lui, c'était toujours la chasse. Sa famille venait en deuxième position. La chasse était la première des choses qu'il devait faire. C'était l'hiver. Il y avait de la neige partout. Alors, comme chaque matin, le voilà qui sort. Il va à la chasse. Sa chasse, ce n'est pas forcément tuer les animaux, mais surtout les observer. Et quand il a faim, il en tue. Et ce jour-là, en sortant, il y avait de la neige partout. Il a tourné dans la forêt, il n'a pas trouvé un animal à observer ou à tuer. Il décide de rentrer chez lui. En chemin, sur le sol enneigé, il voit un petit oiseau. Un oiseau qui a dû tomber du nid. Cet oiseau va mourir. Alors il le regarde, puis à un moment, il a une idée qui lui traverse la tête. Il prend cet oiseau, il rentre chez lui. Il va soigner ce petit oiseau. L'idée, c'est que au printemps, cet oiseau lui servira d'appât pour en attraper d'autres. Oh, il est content. Tout l'amour, tous les soins qu'il porte sur cet oiseau fait que ce petit être va reprendre vie. Lui, il va construire une cage et l'oiseau va vivre dans la cage. Il lui donne à manger tout ce qu'il faut. L'oiseau est heureux. Il devient comme un animal domestique. Quand il le voit rentrer, l'oiseau chante. Et lui, il est heureux. Mais il va dire à sa femme, cet oiseau, il ne faudrait pas que vous le touchiez. Cet oiseau doit toujours rester dans sa cage. Si à cet oiseau, il lui arrive malheur, alors vous aussi, il va vous arriver un malheur. Sa femme qui aimait son mari dit, non, on ne touchera pas ton oiseau. Ton oiseau restera dans la cage. Ainsi, chaque soir, quand il rentrait, l'oiseau chantait. Et lui, il était heureux. La fille, elle écoutait aussi les chants de l'oiseau. Elle était aussi heureuse.
Mais elle était un peu déçue parce que quand le père n'était pas là, dans la journée, l'oiseau ne chantait pas. Elle avait envie que cet oiseau chante aussi pour elle. Alors, un matin, elle demande à sa mère, « Mère, mère, est-ce que je pourrais jouer avec cet oiseau pour qu'il chante pour moi ?» Sa mère dit, « Ah non, cet oiseau appartient à ton père. Il ne faut pas le toucher. Sinon, il va nous arriver malheur. » « Mais mère, je t'en supplie, moi j'ai envie de jouer avec cet oiseau. » « Mais ma fille, je te dis, c'est impossible. »« Oh mère, je veux bien jouer avec cet oiseau, je t'en supplie. » Vous savez comment sont les mères ou les parents. Quand les enfants connaissent leurs points faibles, eh ben, ils acceptent. Et elle accepte que sa fille puisse jouer avec l'oiseau. Mais elle a une idée. L'idée n'est pas bête. Elle dit, je veux bien que tu joues avec cet oiseau. Mais ce que nous allons faire, nous allons lui attacher un fil. Ainsi, tu joueras que dans la maison. La fille dit oui. Et quand tu seras fatigué, tire le fil, tu reprends l'oiseau, tu le mets dans la cage, tu enlèves le fil, tu fermes la cage. Oui. Et tu dois fermer toutes les fenêtres pour qu'il ne s'en aille pas. Oui. Et c'est ainsi que cette petite fille jouait avec l'oiseau dans la journée quand son père n'était pas là. Elle attachait bien un fil, elle laissait l'oiseau courir, voler dans toute la maison, sautiller, elle le suivait, même si l'oiseau ne chantait pas, mais elle était contente. Un matin, après avoir joué avec l'oiseau, elle a soif. Mais l'eau est dehors. Il faut aller chercher l'eau dans la cruche qui est dehors. Ah oui, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte, sans s'en rendre compte qu'elle n'a pas remis l'oiseau dans la cage. Elle ouvre la porte, elle court chercher l'eau. Quand elle a pris son eau, elle revient. Elle ferme la porte, elle cherche l'oiseau. Et bien, pendant son absence, l'oiseau est parti. Et c'était le printemps. C'était le temps où le père, maintenant, pensait à utiliser l'oiseau comme appât pour en attraper d'autres. Ce soir-là, quand le chasseur est rentré, c'était très étrange. Sa fille dormait déjà. Parce que la mère, quand elle a su que l'oiseau n'était plus là, elle a demandé à sa fille de dormir, d'aller dormir. Elle était là. Elle a servi son homme. Celui-ci a commencé à manger. Mais à un moment, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Le chant de l'oiseau. Il a regardé sa femme, il a dit, mais il est où l'oiseau? Je ne l'entends pas, tu l'as déplacé. Oh, la pauvre femme. Il fallait trouver les mots. Il a dit, l'oiseau? Quoi, l'oiseau? Ah, ta fille. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait toujours jouer avec cet oiseau. Elle avait envie. Elle pensait que l'oiseau est comme un chat, un animal domestique qui resterait dans la maison. Et après, eh ben, l'oiseau s'est envolé. Eh ben, cet homme a arrêté de manger. Il a regardé sa femme droit dans les yeux. Il a dit, réveille ta fille. Vous allez sortir de ma maison. Vous allez aller me chercher cet oiseau. Vous ne reviendrez dans cette maison que quand vous aurez trouvé l'oiseau.
La femme dit, mais c'est la nuit, on ne peut pas aller dehors. On ira peut-être dehors. Je dis, maintenant, vous allez me chercher l'oiseau. Ah, la pauvre femme. Elle était obligée d'aller réveiller sa fille. Ma fille, ma fille. La fille, elle dormait. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, il faut qu'on aille chercher l'oiseau. Mais maman, on ne peut pas aller. Dehors, il fait nuit. Nous devons y aller. Allez, habille-toi. Sa fille s'est habillée. Le père, lui, droit. Pas même un regard pour sa fille, pas pour sa femme. Quand elles sont sorties de la maison, il a refermé la porte. La fille et la mère commencent à chercher l'oiseau. Mais où aller chercher un oiseau? Où? Il est parti depuis ce matin, à moins qu'il soit accroché quelque part, avec le fil qu'il avait. Là, ils ont cherché. Ne connaissant pas bien la forêt, elles se sont perdues. Elles sont arrivées loin de leur maison. Et là, dans un buisson, j'ai entendu un bruit. La mère a dit, c'est peut-être l'oiseau. Elle s'est approchée. Ah! Il y avait une hase, la femelle du lièvre. Sans dire, oh, une hase. Elle était peut-être magique. La hase leur a parlé. Mais qu'est-ce que vous faites dans le territoire des animaux sauvages, féroces? Donc nous cherchons un oiseau qui a un fil à la patte. Mon mari veut son oiseau, c'est son oiseau. Il l'a soigné. Oh! Mais votre oiseau n'est pas ici. Vous vous êtes trompé des lieux. Ici, c'est un lieu des animaux féroces. Voilà que le soleil va bientôt se lever. Tous ces animaux vont revenir. S'ils vous trouvent ici, ils vont vous dévorer. Même vous ne pourriez pas rentrer chez vous. Ils vous trouveront. La seule chose que je vous propose, vous allez grimper à cet arbre qui est là. Allez jusqu'au sommet. Restez-y toute la journée. Et la nuit, vous redescendrez, je vous montrerai le chemin qu'il faut prendre pour éviter tous ces animaux sauvages. Mais surtout ne faites aucun bruit. Déjà au loin, on entend le lion qui arrive. Montez vite. Elles montent, elles grimpent, elles arrivent au sommet. La mère met la fille au-dessus d'elle. Le lion et tous ces animaux féroces arrivent. En fait, c'est leur lieu de rencontre. Ils se mettent tous là et n'ont rien trouvé pour manger. Et la hase était là pour surveiller. Le lion demande, alors, t'as eu des nouvelles de quelque chose d'ici? Oh non, j'étais là. Oh, je vous attendais. D'accord. Et tout à coup, la fille, elle est petite, hein, vous voyez, n'a pas la même vision qu'un adulte. Et tout à coup, la fille pleure. La mère lui met la main sur la bouche. Ne pleure pas. Mais elle ne peut pas empêcher les larmes de cette fille de couler. Cette voix du lion l'a tellement traumatisée à l'intérieur d'elle, et bien les larmes coulent. Et voilà qu'une larme tombe sur la moustache du lion. Ah! C'est quoi ça qui m'est tombé dessus? La hase, elle sait que ça doit être la fille qui a pleuré, ou la mère. Hase va dire, oh, c'est peut-être une goutte
de pluie. Moi, j'en ai aussi reçu. Le lion regarde l'aigle et dit, aigle, va voir s'il pleut pour qu'on se cache dans notre caverne. L'aigle part. Il revient et dit, il ne pleut pas. Une autre goutte retombe sur le lion. Mais c'est quoi ce qui me tombe? Il y a quelque chose en haut de cet arbre. Fourmi, il y avait une petite fourmi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu pourrais grimper en haut de cet arbre, regarder ce qu'il y a? Ah oui. La pauvre fourmi, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et bien la mère aperçoit la fourmi qui arrive. Ah, je ne sais pas, frère. Cette fourmi arrive avant que la fourmi ne puisse descendre pour aller dire au roi qu'il y a un humain qui est en haut. Et bien la mère tue cette fourmi. Le roi, le lion a déjà oublié qu'il a envoyé la fourmi. Mais la fille continue à pleurer. Une autre goutte tombe. Cette fois-ci, le lion se dit, « Oh, fourmi est parti, n'est pas revenu. Allez, serpent, à toi de monter sur cet arbre. Va me voir en haut en haut, qu'est-ce qu'il y a? » Le serpent est là. Et le voilà qui grimpe sur l'arbre. Il grimpe sur l'arbre. Et il arrive au pied de la mer. La mer essaie de pousser le serpent. Mais le serpent, comme il s'est enroulé dans l'arbre, ben, il ne peut pas tomber. Et voilà que le serpent va piquer la mer. La mer va crier. Ah! Elle lâche la branche, elle tombe au milieu des animaux sauvages. Et oui, les animaux, ils sont sauvages. Et bien, tous les animaux sautent sur cette femme, la lacèrent, la déchirent. Mais en ouvrant son ventre, elle a un enfant qui devait peut-être naître dans 2 ou 3 jours. Là, quand elle voit ça, elle s'approche. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, moi je suis si vieille. Est-ce que je pourrais prendre cet enfant? Ça me fera de la nourriture. Oh, je ne pourrais pas y aller ce soir. Je regarderai notre lieu. Donnez cette viande à la hase, à la vieille. Eh bien, elle prend cette viande, ce petit enfant, elle le met à côté. Elle lui donne sa patte pour que l'enfant ne puisse pas pleurer. Les lions, tous ces animaux mangent. Ils ont laissé les os. Quand le soleil s'est couché, ils sont repartis à la chasse. La hase a resté toute seule à demander à la sœur de descendre. Descends, descends! La pauvre fille, elle est descendue. Elle ne savait pas quoi faire. La hase lui a dit, ta mère, on ne peut plus rien faire. Elle a été mangée. Mais à l'intérieur de son ventre, il y avait ton petit frère, celui-là. Tu dois le prendre et partir d'ici. Mais je suis petite, comment je vais le nourrir? Ah oui, le nourrir. Voilà ce que je te propose. Je vais aller chercher des bambous. Je vais les couper. Et à l'intérieur de ces bambous, nous allons mettre la moelle de ta mère. Et à chaque fois que ton frère va pleurer, tu lui feras boire. Et oui. Elle est allée chercher des bambous. Elle a découpé les bambous avec ses dents. Elle a cassé les os. Elle a pris la moelle. Elle l'a mis dans les bambous.
Puis elle a fait une sorte de petit sac où elle a mis tous les bambous, elle accrocha la fille, puis elle lui a accroché son frère. Maintenant partez. Elle lui a montré le chemin où elle est sûre de ne pas rencontrer les animaux sauvages. Elle est partie toute seule la nuit. Même si elle avait peur, elle ne pouvait pas rester là où était morte sa mère. Elle est partie. Elle courait. Toute la nuit, elle a couru. Et quand le soleil s'est levé, elle était peut-être en sécurité. Son frère pleurait, elle lui faisait boire la moelle. Puis, elle mangeait des racines. Le temps passait, elle cherchait un village, un lieu où elle pouvait arriver chez des hommes. Un jour, elle est arrivée dans un village. Les gens avaient peur de cet enfant. Un enfant qui avait un enfant. Et qui racontait une histoire qu'on ne comprenait pas, d'un père qui était chasseur, d'une mère qui a été mangée, d'une âse qui parlait. On ne comprenait pas. On pensait que c'était peut-être une sorcière. Bon, on lui donnait à manger, mais on ne voulait pas qu'elle reste dans le village. Elle est restée 2 ou 3 jours, puis elle est repartie. Elle a trouvé un autre village. Les mêmes réactions. C'est toujours cette réaction qu'on a quand on est en face d'un étranger. Parce qu'on ne sait pas qui il est, comment il vit. Et oui. Et cela va durer quelques années. Mais tout cela, heureusement, va fortifier cette fille. Elle devient une jeune fille, elle s'occupe de son frère. En souvenir de sa mère, de là où elle était morte dans cette forêt, il y avait des arbres qu'on appelle des aubépines. Alors, elle va donner le nom d'Aubépin à son frère. Son frère s'appelle Aubépin. Et chaque soir, quand elle trouve un lieu où elle peut dormir, elle raconte l'histoire de sa famille à son frère. Le temps va passer, mais il y a toujours quelque chose qui peut nous aider. Et un jour, elle est acceptée dans un village. Ah oui, on a eu pitié d'elle. Une fille avec un enfant. Peu importe l'histoire qu'elle nous raconte, donnons-lui une place. Donnons-leur une place, une petite maison. Et la fille, une parcelle de terre où elle peut travailler pour nourrir son frère, pour manger au ciel. Et c'est ce qu'on va faire. Elle va faire cela. Maintenant qu'elle a trouvé un lieu où elle peut vivre avec son frère, elle se consacre à l'agriculture. Elle travaille, elle vend. Elle fait tout pour que son frère puisse grandir. Pour son frère, qui commence à parler, qui commence à comprendre l'histoire que lui raconte toujours sa sœur, eh bien, il va dire, ma sœur, pour moi, tu es plus qu'une sœur, tu es une mère. C'est grâce à toi que je suis comme ça, que je vis, que je peux parler, que peut-être plus tard je serai un homme. Je ne peux jamais oublier ce qui nous unit. Ce qui nous unit sera plus fort que tout ce qui va se faire, que tout ce qui va se créer autour de nous. Ma sœur,
merci. Tu es une mère, un père, une sœur. Tout ça, c'est ça qui fait de toi tu es au fond de mon cœur. La sœur était très touchée par ce discours de son frère. Il remerciait le ciel. Il remerciait peut-être l'esprit de sa mère qui l'avait guidé afin qu'il puisse réussir, afin qu'elle puisse réussir à élever son frère. Un jour, elle travaillait dans son bout de champ et tout à coup, sa roue touche quelque chose qui est au fond. Alors, elle creuse. Et là, elle voit une caisse. Elle sort cette caisse et à l'intérieur de cette caisse, il y a des pièces d'or. Des pièces d'or. Il y en a pour toute une vie. Elle se dit, ah, maintenant, Dieu nous a récompensés. Maintenant, nous pouvons vivre décemment comme les autres. Mais elle a tellement de respect pour son frère. Elle dit, c'est à lui de prendre une décision, pas moi. Elle rentre, voit son frère, elle lui demande, mon frère, lui dit oui, si tu avais des pièces d'or, des milliers de pièces d'or, que feras-tu? Le frère va dire, si j'ai des milliers de pièces d'or, ce que je vais faire, je vais m'acheter des billes, je vais m'acheter des jouets. Sa sœur dit, ah oui, c'est vrai. Mais dans sa tête, la sœur dit, mon frère, il est encore trop jeune. Elle cache la caisse, le temps passe, des années passent. Elle repose la même question à son frère. Mon frère, si tu avais plusieurs pièces d'or, des milliers, que feras-tu? Si j'ai des milliers de pièces d'or, ce que je ferai, c'est d'avoir un cheval, un fusil, d'aller à la chasse, de me promener. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. La sœur dit, mon frère a grandi, mais il n'a pas encore la maturité que je veux qu'il ait. Des années passent, elle pose la question pour la troisième fois. Mon frère, si tu avais des pièces d'or, des milliers de pièces d'or, que feras-tu? Si j'ai des milliers de pièces d'or, ce que je veux faire, c'est d'acheter une terre, de construire une maison, de me marier, d'avoir un enfant et que toi tu vivras avec nous. Et là, la sœur avait senti que son frère était maintenant mature. Elle a sorti la caisse de pièces d'or. Elle lui a dit, voilà, fais ce que tu viens de dire. Effectivement, le frère, il a acheté une terre. Il a construit une maison, une très belle maison. Il s'est acheté un cheval, un chien. Il s'est marié. Et il vivait avec sa sœur dans cette maison. Mais ce frère n'avait jamais oublié sa sœur. Ainsi, chaque fois qu'il revenait de la chasse, qu'il rentrait chez lui, la première personne qu'il allait voir, c'était sa sœur. Il discutait avec sa sœur. Il rigolait. Sa femme ne venait qu'en deuxième position. Ce n'est qu'après qu'il allait voir sa femme et son fils, puisqu'il venait d'avoir aussi un fils. Eh oui, c'était ça la vie. Voilà, là c'est la première partie, donc, qui finit par le mariage du frère, la maison, tout,
l'enfant et qui vit avec sa sœur dans cette grande maison et ils sont riches. Ça, c'est la première partie de Aubépin. La deuxième partie s'appelle Les mains coupées. Ah, les mains coupées. Et cric, et crac. Ah, mon histoire continue. Ayez encore de la place dans vos oreilles. Et oui, cette histoire qui nous apporte des sentiments de ce que l'on est, de ce que l'on a envie d'être. Mais cette deuxième partie, les mains coupées, comment l'esprit humain peut se créer tant de haine. Eh bien, Aubépin, il était riche. Il était l'homme le plus riche de ce village. On le respectait, bien que ce n'était pas un enfant du village, puisqu'on les avait recueillis avec sa sœur. Mais il respectait tout le monde. Il était maintenant du village parce qu'il s'était marié avec une fille du village. Eh oui, Aubépin était beaucoup lié à sa sœur.